Donc normalement, vous avez eu une super keynote, j'ai entendu les tonnerres d'applaudissements, c'était génial, vous étiez plein d'énergie après le déjeuner. Donc normalement, si je suis bien le plan, c'est maintenant l'heure de la sieste. Vous avez eu plein d'énergie, là il faut souffler un peu, donc maintenant vous allez pouvoir dormir tranquille. Le truc, c'est que ça m'ennuie un petit peu. J'avais regardé l'agenda, moi j'avais compris que je parlais le matin, ce que je trouvais bien. Parce qu'en plus, je me disais, j'ai plus de chances d'être réveillé le matin que l'après-midi. Mais c'est pas le cas. Alors, comme j'ai peur de m'endormir, j'ai besoin de votre aide pour que vous m'aidiez à rester réveillé. Alors, on va essayer de faire une petite expérience rapide. Parce que je suis quand même super content d'être à Agile Grenoble. Donc, je voudrais voir si c'est vrai tout ce qu'on me dit à propos d'Agile Grenoble et des participants. Ça vous embête de vous lever? Non, ça vous embête pas? Alors, ce qu'on va faire, c'est des trucs... normalement, c'est... Moi, j'ai essayé avec d'autres groupes. Ils ont réussi. Moi, on m'a dit qu'à Agile Grenoble, c'était quand même haut niveau. Donc, j'ai essayé de faire pareil, pour voir si c'était vrai. Alors, on va essayer de faire un truc ensemble. On va essayer de taper dans nos mains, mais tous en même temps. D'accord? Vous êtes prêts? Ouais, c'est pas mal. Moi, je dis bien quand même. On refait? OK. Alors maintenant, on va faire un truc un peu plus dur. Vous allez taper du pied, mais 2 fois comme ça. Vous êtes prêts? C'est pas mal. On recommence? Ouais, j'aime bien. Hein. Vous voulez chanter? Ouais, alors. Et on a un super chanteur. J'aurais dû lui jeter le micro. Et vous êtes extraordinaire quand même. Hein. Je suis très impressionné. Hein. Moi, ça va. Hein. En fait, tu veux déjà rendre le micro? C'est trop tard, c'est trop tard. On va pas le refaire, on va pas le refaire. Mais c'était chouette, hein. Bravo. Merci. Ouais? Vous avez senti ça tout de suite? Alors, lundi c'était hier, non c'était pas hier, j'étais au Cara à Lyon et à la fin de la présentation, on m'a donné 2 feedbacks. Et je me suis dit, tiens, puisqu'on m'a donné des feedbacks, c'est des cadeaux, je vais en profiter. On m'a dit, ce serait bien quand même que tu te présentes au début de la présentation. Que j'avais oublié. Bon, alors, du coup, j'ai préparé ça pour me présenter, c'est moi. Et on m'a dit, oui, mais c'est pas suffisant, parce qu'en fait, il faudrait que tu nous dises un peu plus de ce que tu as fait. Alors, je dis, oui, qu'est-ce que je peux vous dire? Je travaillais dans l'industrie automobile il y a très longtemps. Après, j'ai monté une boîte dans le web, au début du web. C'est une boîte qui est passée de 3 à 850 personnes en 5 ans. C'était assez marrant. Après, j'ai travaillé pour le gouvernement, pour les services du Premier ministre, pour faire de la modernisation de l'administration. Après, j'ai fait du conseil. J'ai accompagné une start-up qui a pas mal grandi, qui a été rachetée par Red Hat, et maintenant je suis chez Red Hat, qui est une entreprise qui fait du logiciel, et je suis dans l'équipe de leadership de l'engineering de Red Hat. Je crois que j'ai tout dit. Et pourtant, ça fait longtemps tout ça. Du coup, on est à Grenoble, on est à Agile Grenoble, j'ai mis le petit hashtag pour Agile Grenoble, j'espère que je ne me suis pas trompé, et donc vous pouvez envoyer vos feedbacks, ce serait marrant. Et vous pouvez aussi m'écrire après en me disant, si vous pouvez me dire juste 2 trucs, ce serait génial. C'est un truc que vous avez bien aimé, avec un peu de bol, il y en aura un. Et un truc qu'on pourrait améliorer. Enfin, que je pourrais améliorer, en fait. Parce que... Et du coup, on pourrait l'améliorer ensemble, parce que vous me direz quoi. Ça, ce serait super. Vous êtes prêts? Alors, on m'a donné le 2e feedback, c'est, en fait, on t'a invité parce que tu avais fait un livre, tu n'en as pas parlé. Est-ce que tu pourrais le dire la prochaine fois? Donc j'ai dit, ok, d'accord, je vais en parler maintenant. Voilà, j'ai écrit un livre et j'ai mis des trucs dedans. Et il y a des gens qui ont bien aimé, il y a des gens qui m'ont fait des feedbacks, et je continue à travailler à des versions d'amélioration de ce livre. Et quand vous achetez le livre, de toute façon, vous avez toujours accès à la version électronique qui est constamment améliorée. Constamment, c'est peut-être exagéré, qui est régulièrement améliorée. Avec ça, vous êtes prêts? On y va? J'hésite à vous faire tous vous répartir au même endroit, comme ça j'ai pas besoin de... Mais... Ouais? On y va? Alors on est en 1519. En 1519, Cortés arrive en Amérique. Alors, Cortés vient en Amérique pas pour faire du tourisme, il vient pour être riche. Cortés s'attend à trouver des indigènes, et en fait, il tombe sur l'Empire aztèque, qui est une civilisation extrêmement avancée, et qui est aussi une civilisation extrêmement centralisée. Ce que Cortés aime, c'est qu'ils sont visiblement riches. Ils ont de l'or, beaucoup d'or.
Alors, l'empereur de l'époque est Montezuma. Cortés fait un deal assez simple avec lui. Tu me donnes ton or, je te tue. Bon, en fait, il tuera Montezuma quand même, mais on n'avait pas dit que c'était un homme de parole non plus. Ce qui se passe après est assez incroyable. Quand je vous dis que c'était un empire centralisé, c'était vraiment un empire centralisé, au point que le peuple et la caste dirigeante ne parlent même pas la même langue. En 2 ans, l'empire aztèque va disparaître. Ce qui fait que certains comparent ces organisations extrêmement centralisées à des araignées. Une araignée, elle va pas revenir, on va l'enlever tout de suite, pour ceux qui n'aiment pas les araignées, mais une araignée, si on lui coupe une patte, elle est vraiment diminuée. Si on lui coupe la tête, elle meurt. Ce qui s'est passé pour l'Empire aztèque. Si on compare ça à ce qui s'est passé pour les Apaches, les Espagnols vont aussi rencontrer les Apaches à cette époque-là. Les Mexicains vont aussi essayer de combattre les Apaches en suivant. Les Américains vont continuer à essayer de combattre les Apaches, en appliquant exactement la même technique. Vous avez un leader, vous lui coupez la tête, sauf que chez les Apaches, ils appliquaient cette technique et ils ne comprenaient pas ce qui se passait. Chaque fois qu'ils faisaient ça, il y avait un nouveau leader qui émergeait. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont même été jusqu'à imaginer que ces groupes d'Apaches qui étaient dispersés sur le territoire avaient des moyens de communication supernaturels. Parce qu'ils arrivaient à réagir sur des événements, eux, ils n'avaient aucun moyen de communication aussi rapide. Et ils se comportaient de la même façon. Incroyable. Et pendant des centaines d'années, ils ont essayé de les combattre avec la technique Cortés-Montezuma. Et ça n'a pas marché. Ce qui fait dire à certains qu'on peut comparer ces organisations à des étoiles de mer. Qu'est-ce qui se passe quand on coupe la tête d'une étoile de mer? On a 2 étoiles de mer. Parce que l'étoile de mer, c'est un organisme extrêmement décentralisé, ce qui fait que dans une branche de l'étoile de mer, vous avez tout ce qu'il faut pour faire une étoile de mer. Et ce qui va se passer, c'est que quand il y a une branche d'étoile de mer qui se retrouve toute seule, elle va reconstruire les autres branches. Et vous avez 2 étoiles de mer. Donc un organisme décentralisé, c'est vraiment durable, c'est vraiment résilient. C'est intéressant. Et ce qui se passait chez les Apaches, c'est... Alors j'avais dit à ma fille, je pourrais faire une blague sur le costume et tout ça, et elle m'a dit, est-ce qu'il n'y a que des hommes de ton âge qui sont des papas dans la salle? J'ai dit, je ne crois pas, pourquoi tu me dis ça? Parce que je crois que c'est une blague de papa. J'ai dit, ça m'aide bien, hein. Merci. Et en fait, ce que j'aimais bien, moi, dans cette photo, c'est le calme, la résolution. Et les Apaches, en fait, ils suivaient un leader parce qu'ils voulaient le suivre. Parce qu'on suit un leader parce qu'il agit conformément aux principes et aux valeurs. Ça fait du sens ce qu'il fait. Chez les Apaches, ils n'étaient pas obligés de suivre le leader. Un leader ne disait pas « suivez-moi ». D'ailleurs, le verbe « devoir » n'existe pas dans leur langue originelle. Et si on pouvait suivre le leader, c'était OK. Si on n'avait pas envie de suivre le leader, c'était OK aussi. Donc je me dis quand même que ça nous dit quelque chose sur le leadership. Alors je vous parle de tout ça parce que les modèles de développement open source sont par essence décentralisés. Il y en a de nombreux différents. Tous ne sont pas si séduisants. On pourrait peut-être trouver des exemples qui ne sont pas si extraordinaires que ça. Mais ils ont cette caractéristique d'être décentralisés. Et les gens qui utilisent un logiciel open source, par exemple, vous savez ce que c'est ça? Voilà. Donc il y a quelques personnes qui savent ce que c'est. Ils l'utilisent parce que ça résout un de leurs problèmes. Et ce qui s'est passé au début du mouvement du logiciel libre, c'est pas exactement pareil philosophiquement que l'open source, mais on va faire une simplification là. Vous me pardonnez, ceux qui savent ce que c'est. Au début du mouvement du logiciel libre, on voulait résoudre un problème, on voulait pouvoir utiliser un logiciel et on voulait pouvoir contribuer à juste l'améliorer un petit peu. Mais on voulait que cette contribution elle puisse être partagée avec d'autres pour servir à d'autres. On voulait partager un logiciel sans discrimination. Et c'est pour ça qu'en fait, ces logiciels libres, ils changent le monde parce que tout le monde peut les utiliser. Tout le monde peut contribuer. Et tout le monde peut partager ses modifications. Et on s'organise, on collabore avec des principes et des valeurs partagées. Alors, des entreprises qui développent du logiciel, elles se donnent des missions
de contribuer à cette façon d'aborder les logiciels. Alors, c'est la boîte pour laquelle je travaille, donc c'est facile, c'est la mission que l'on a. Mais on le fait ça parce qu'on croit vraiment que ce modèle d'ouverture libère le potentiel du monde. C'est notre vrai pourquoi. Et on a des valeurs, on a mis du temps à établir et à partager. Et régulièrement, on a des discussions sur certaines décisions qui sont prises où on dit « Oui, mais alors, du coup, ça ne respecte pas cette valeur. » Oui, mais en quelque sorte, on a une certaine responsabilité vis-à-vis d'autres tiers, et peut-être que, de temps en temps, il y a une certaine balance à trouver entre nos différentes valeurs. Mais ça génère des discussions vraiment intéressantes, de pouvoir s'appuyer sur nos valeurs et nos principes pour prendre des décisions. Puis ça permet à beaucoup de gens de prendre des décisions. Puis ça permet à beaucoup de gens de challenger ces décisions, ce qui est quand même intéressant. On n'est jamais à l'abri d'avoir une décision challengée quand on est dans cette boîte-là, c'est assez marrant. Mais alors du coup, si je reviens à nos projets open source, il n'y a pas un projet, il n'y a pas de président de l'open source. Et il y a des millions de projets. Il y en a des tout petits, qui résolvent exactement un tout petit problème, puis il y en a un petit peu plus gros. Il y en a qui sont organisés en constellation de projets. Il y en a plein. Et ce qu'ils partagent, chacun des projets, ceux qui fonctionnent bien en tout cas, font attention à limiter leur scope, limiter leur périmètre, pour qu'ils ne l'étendent pas à l'infini. Et ils partagent certains principes. Alors si je prends un exemple comme Kubernetes, certains connaissent ce projet-là? Oui, il y en a quand même, c'est chouette. Si vous avez entendu parler de containers, à un moment donné, quand vous avez un container, c'est bien. Quand vous avez plusieurs containers pour faire votre application, c'est pas mal de faire un peu d'orchestration. Puis il y a plein de fonctions dans Kubernetes qui sont intéressantes à cause de ça. Et dans le projet, par exemple, on dit un truc, c'est que tout doit être automatisable. Parce qu'on veut réduire la charge des opérations. Donc si vous proposez du code qui ne répond pas à ce principe, il sera refusé. Mais on pourra vous expliquer facilement pourquoi il est refusé. On pourra même vous guider sur comment faire pour que tout soit automatisable. Si vous voulez étendre le périmètre du projet en disant « Ouais, mais parce que moi, j'aimerais bien l'utiliser pour faire ça en plus, parce que ce serait vraiment utile », on va vous dire « Oui, mais non. » Parce qu'on veut résoudre ce problème-là, mais on veut le faire bien. Par contre, si vous voulez faire autre chose pour utiliser ce projet, tout doit être extensible. Donc vous pouvez étendre en construisant un autre projet qui viendra fonctionner avec le premier. Donc par essence, tous ces projets sont modulaires. Et ça, c'est très important. Et ça pourrait servir de source d'inspiration pour définir vos principes, qui vont définir vos projets, ou même votre système d'information dans son ensemble. Et on en revient toujours aux valeurs et aux principes. Ce qui est assez amusant, c'est qu'en tant qu'humain, on semble qu'on ait une faille. Vous avez raté la photo, on va revenir en arrière. Donc c'est assez amusant, en tant qu'humain, il semble qu'on ait une petite faille. Il semble que quand on a un problème, quand il y a une situation, on pense que la solution est dans la centralisation. On a vu juste avant que la centralisation ne semblait pas être une excellente idée, mais il semble qu'on veuille centraliser les choses. On le voit dans les questions qu'on pose, on dit qui est en charge de ça, qui est responsable, qui amène les croissants, enfin, c'est bizarre. Comment ça se fait qu'on fait ça? Quand on sait que ce n'est pas forcément la meilleure solution. Peut-être parce qu'on ne sait pas comment faire autrement. Si j'en reviens aux valeurs et aux principes, les Apaches ont été vaincus, pas parce qu'à la fin il n'y avait plus de leader, parce que l'attaque a cessé d'être faite sur les individus, elle a été faite sur les valeurs et les principes. À un moment donné, on a forcé la sédentarisation en disant aux leaders, on vous donne ce territoire, mais comme vous êtes les leaders, vous le gérez pour votre peuple. On vous donne du bétail, mais comme vous êtes les leaders, vous le gérez pour votre peuple. Comme vous êtes les leaders, vous êtes les représentants pour venir discuter avec nous. Ce petit pouvoir additionnel a généré une rupture dans l'équilibre et a tordu les valeurs et les principes de ce groupe. Ça arrive aussi dans les communautés open source. Il y a un projet open source qui marchait très bien, qui commençait à avoir du succès, attirait des fabricants de matériel de stockage, des fabricants de matériel de réseau, et les membres initiaux de la communauté commencent à avoir peur en disant « Bah oui, mais
Nous, notre fonctionnement était simple, on contribuait, si on avait 2 plus 1, donc 2 revues positives, on pouvait merger le code. Mais eux, ils arrivent, ils sont tellement nombreux qu'ils peuvent arriver à 3 et ils font le code et ils font les revues et hop, c'est accepté et ils vont dénaturer le projet, ils vont favoriser un fabricant plutôt qu'un autre, donc c'est pas bon. Et là, on a eu l'idée géniale de créer des core reviewers, qui avaient des plus 2. Il vous fallait 2 plus 2 pour pouvoir merger votre code. Vous pouviez avoir 50 plus 1, ça ne changeait rien. Il fallait 2 revues positives, mais 2 core reviewers. C'est une bonne idée. Ça protégeait le projet. Et on avait des gens, on leur faisait confiance pour vraiment garantir les valeurs du projet. C'était une bonne idée. Ouais. Ce que ça a fait, c'est que ça a fait que les core reviewers avaient beaucoup de revues à faire. Donc ils étaient des goulets d'étranglement. Ça fait qu'il y avait des tas de patchs qui arrivaient et qui s'empilaient. Et que chaque fois qu'il y avait quelque chose qui était accepté, il y avait des tas de gens qui retravaillaient pour essayer de faire quelque chose. Et ça avançait pas. Et les core reviewers devenaient fous. Et ça a complètement arrêté certains projets. En fait, on avait changé les principes de collaboration entre les pairs. Et on avait créé juste un tout petit extra pouvoir. Donc c'est quelque chose auquel il faut faire attention quand on conçoit une organisation. C'est que, bah oui, l'auto-organisation, la décentralisation, ça marche, mais il faut faire attention à ce qu'on change dans cet équilibre. Alors, on s'est dit quand même que notre organisation fonctionnait sur un modèle qui s'inspirait des projets open source, mais c'était quoi les caractéristiques d'une organisation, d'une open organisation? Donc on a essayé de travailler là-dessus pour essayer d'identifier ces caractéristiques. Et on a trouvé ça. On a dit, ces 5 caractéristiques-là, ouais, en fait je peux le dire, ça nous représente vraiment. On s'est dit, bah, la transparence, c'est vraiment important. C'est quelque chose, on doit aller le plus loin possible. La question, c'est comment on définit le plus loin possible. Alors on a été obligé d'ajouter des petites variantes à ça, le plus loin possible dans les limites de la loi, par exemple, c'en est une. Parce qu'il y a des choses, on n'a pas le droit de les dire. On n'a pas le droit de les révéler avant qu'elles soient publiques, par exemple. Quand une société en achète une autre, par exemple. C'est un exemple. L'inclusivité, c'est aussi important. On s'est rendu compte qu'il y avait certaines équipes qui avaient 80% de personnes qui avaient le même profil psychologique, c'est quand même assez particulier, sachant qu'on est quand même assez variés, qui venaient tous de la même zone géographique, qui avaient tous fait les mêmes écoles, et on s'est rendu compte que ces équipes-là marchaient vraiment pas très très bien. Et pourquoi? Parce qu'ils avaient juste un biais, ils n'avaient pas conscience de leur biais, et donc ils recrutaient les gens qu'ils aimaient bien. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a des gens que vous les aimez instantanément. Vous ne savez pas pourquoi? Ils n'ont même pas besoin de parler, vous savez que ça va bien fitter entre vous. Puis il y en a d'autres, c'est instantanément pas la même chose. On pourrait faire des paris, mais il y a de fortes chances que vous ayez le même profil psychologique. Ou qu'avec certains autres où ça ne marche pas super bien du premier coup, il y a des chances que vous soyez exactement sur un profil opposé. Ça arrive partout. Si on n'en a pas conscience, on peut continuer comme ça. Donc, il faut faire des choix conscients pour pouvoir inclure les gens. L'adaptabilité, c'est un autre principe. Donc, il faut des boucles de feedback qui nous permettent de nous améliorer, d'accepter qu'il y ait du feedback. Mais ça fonctionne entre les membres de l'équipe et ça fonctionne avec l'extérieur aussi. À l'extérieur de l'équipe, à l'extérieur de l'organisation. Donc, il faut le mettre en place parce que ça ne va pas arriver tout seul. Et ça permet plus de collaboration. Mais pas de la collaboration après coup. Ouais, je fais un truc, puis après, vous pouvez venir collaborer. Non, on commence à faire quelque chose ensemble. C'est-à-dire qu'on va définir même ce qu'on va faire ensemble. On va définir l'intention que l'on a ensemble. Et ça donne un sens de communauté. Et la communauté, elle est définie parce qu'on a un but partagé, on a des valeurs partagées, on a des principes partagés. Et en plus, on les connaît. C'est-à-dire que on ne fait pas l'hypothèse qu'on les connaît, on les connaît parce qu'on a travaillé à les définir. Et c'est pas si facile à faire. Mais c'est utile. Vous les connaissez? Jusqu'à présent, ça a toujours marché, personne ne les connaissait, c'est quand même vachement bien. Donc je suis content de vous présenter Jacob et Ross.
Jacob et Ross, en plus d'être vraiment des belles personnes, comme vous pouvez le voir, ils sont souriants, ils ont l'air sympas quand même. Ils fabriquent le meilleur miel du monde. Le meilleur miel du monde, c'est pas rien quand même, hein. Le meilleur miel du monde. Alors moi, je me dis que quand on a affaire à des gens qui fabriquent le meilleur miel du monde, on s'intéresse à ce qu'ils font. Et je me suis dit, c'est le moment de discuter de leadership, le moment de discuter, de savoir qu'est-ce qu'ils font. Moi, je serais bien allé les voir pour savoir, vous faites un stand-up meeting, vous ? Enfin, je sais pas. On m'a dit, en plus, un bon leader, il montre l'exemple. Alors évidemment, vous allez me dire, le meilleur miel du monde, comment t'es sûr que c'est le meilleur miel du monde ? Moi, j'ai goûté celui-là. Je peux vous dire, c'était le meilleur miel que j'ai jamais goûté. Bon, le problème, c'est que je suis pas expert en miel, donc ça n'en fait pas le meilleur miel du monde. Mais il y a vraiment des experts en miel qui disent que c'est le meilleur miel du monde. Alors moi, j'essayais d'imaginer qu'est-ce qu'ils font, Jacob et Ross, pour expliquer à leurs équipes comment on fait le meilleur miel du monde. Je me suis dit, le leader, il doit montrer l'exemple. Alors, j'imagine Jacob et Ross en train de... Peut-être qu'il... Non, parce qu'en fait, c'est les abeilles qui font le miel. Hein. Donc, on ne peut pas montrer l'exemple aux abeilles. Puis un deuxième truc, un leader, c'est quelqu'un qui sait recruter, qui sait assembler des bonnes équipes, les meilleures personnes. C'est vrai. Non, vous êtes d'accord, ça ? Il fabrique le meilleur miel depuis plus de 10 ans et les abeilles, ça a une durée de vie de 6 mois. Donc. C'est embêtant. Mais alors c'est quoi alors, le leadership quand on est Jacob et Ross ? Et je sais que l'exemple n'est pas si extraordinaire que ça, parce que je dirais que les abeilles, elles ne sont pas exactement comme Jacob et Ross, et elles ne partagent pas forcément exactement le même but que Jacob et Ross. Elles sont un petit peu manipulées dans l'affaire. Mais c'est quoi le but ? Qu'est-ce qu'ils font pour fabriquer le meilleur miel possible ? Jacob et Ross, en fait, leur mode de leadership, c'est de créer les conditions pour que les abeilles puissent faire le miel toutes seules. Ils ne font rien faire aux abeilles. Par contre, ils créent les conditions pour qu'elles fassent le meilleur miel possible. Alors, ils mettent les ruches à des endroits où, 100 miles autour, il n'y a aucun polluant. Ils mettent les ruches près de forêts qui n'ont pas été plantées par l'homme, de forêts qui sont là depuis des millénaires. Ils trichent un peu parfois, ils plantent certaines fleurs à certains endroits stratégiques pour guider le chemin des abeilles. Mais moi, je ne suis pas sûr que les abeilles ne sont pas en train de les manipuler. Hein. En essayant de voler ailleurs et en leur disant « ouais, moi je ne vole pas par là ». Et du coup, ils plantent des fleurs qu'elles aiment bien. Hein. Peut-être que c'est les abeilles qui manipulent Jacob et Ross. Mais du coup, alors, le leadership, c'est créer les conditions. Ils ne forcent pas les abeilles vraiment, ils créent les conditions. Puis c'est assez subtil aussi, ils font attention à ne pas induire de rupture dans les conditions qu'ils créent. Par exemple, ils prélèvent du miel dans la ruche, mais ils ont évalué qu'ils ne devaient pas prélever plus d'une certaine quantité de miel. Sinon, s'ils prélevaient trop de miel, les abeilles étaient en panique, et elles fabriquaient plus de miel, plus de miel, plus de miel. Mais par contre, là, elles fabriquaient beaucoup de quantité, pas de qualité. Donc ils ont évalué juste combien de miel il fallait prélever pour que ce soit soutenable et que ça continue à être de bonne qualité. Donc le leadership, c'est créer les conditions pour l'auto-organisation. Mais ça, vous le savez. Et ça commence par faire attention, de se rappeler qu'on a un léger biais à vouloir la centralisation, à penser qu'on va tout résoudre en mettant quelqu'un en charge. Bon, bah toi, tu seras Scrum Master. Oh, non, c'est pas ça. Et du coup, il faut faire attention à ce qu'on met en place. Il faut faire attention à savoir quelles sont nos valeurs et nos principes. Alors ça commence par soi. C'est vrai, ça ? Tu m'as fait peur. Mais on va être bien. Ça commence par soi. Alors qu'est-ce que je peux faire ? Si je réfléchis à nos principes de tout à l'heure, la transparence, je ne peux pas être transparent. Qu'est-ce que je peux faire ? Je peux rendre mon travail visible. Ce qui est intéressant avec rendre mon travail visible, je peux le faire moins, à titre individuel. Donc je peux déjà faire ça. Je peux déjà être clair sur mes objectifs, être clair sur les résultats que je vais atteindre, et rendre vraiment mon travail visible. Alors, vous avez plein de solutions pour rendre votre travail visible. Vous pouvez utiliser un board, mettre des post-it sur un mur, et tout le monde va voir votre travail. Ça va être une façon de le faire.
C'est peut-être pas assez, peut-être qu'il faut aller en parler à d'autres. Peut-être qu'il faut discuter de vos objectifs, peut-être qu'il faut discuter des résultats que vous voulez vraiment atteindre. Et comment vous allez mesurer ça? Et discuter du travail que vous avez en cours pour le faire. Ce qui est intéressant, c'est quand je fais ça, généralement, j'ai plusieurs réactions. J'ai des gens qui me disent « Ah ouais, super, bon, super, je suis content ». J'ai des gens qui me disent « Ah ouais, mais ça m'intéresse, et ça, je peux t'aider ». Ça, c'est pas mal. J'ai aussi des gens qui me disent de temps en temps « Ah ouais, mais ça, il y a machin aussi qui travaille dessus ». Alors ça, c'est intéressant, parce que machin, moi, je le connaissais pas, et du coup, ça me donne envie d'aller discuter avec machin. Parce qu'il y a deux options, soit c'est machin qui va le faire, du coup, j'ai pas besoin de le faire, soit on peut travailler ensemble, ça pourrait être une bonne idée. Donc c'est pas mal de rendre le travail visible. Et du coup, ça veut dire que je peux aller parler avec d'autres gens. Et ça commence peut-être aussi par là. C'est essayer d'inclure d'autres perspectives que la sienne. C'est éviter d'aller parler aux gens qui sont exactement comme vous, même si c'est les plus faciles. C'est vachement bien pour l'entraînement, ça fait chaud au cœur, mais c'est pas d'autres perspectives. Et pour ça, il faut apprendre à vraiment les connaître. Et donc, il faut investir pour vraiment les connaître. Et ce qui est bien, c'est quand vous connaissez vraiment les gens et qu'ils savent que vous voulez prendre soin de vous-même, mais vous voulez prendre soin d'eux, quand vous leur faites du feedback, ils peuvent même le prendre, le feedback. Alors que quand vous ne les connaissez pas vraiment et que vous vous en foutez, le feedback que vous allez faire, c'est juste une agression, en fait. Donc ça sert à rien d'en faire. Et ça commence à être intéressant, parce que si je fais ça, du coup, je peux mettre en place des boucles de feedback, vraiment. Si je ne tiens pas vraiment aux autres, que je ne les connais pas vraiment, je ne peux pas mettre vraiment en place des boucles de feedback. Je vais juste les agresser mes collègues, c'est pas super. Et du coup, je peux, à mon avis, dans ce cas-là, avoir des vraies revues, des vraies rétrospectives, où on peut discuter du produit que l'on fabrique, du service que l'on fabrique, ou de la façon de travailler que l'on a. Et ça veut dire que si je continue à faire ça un à un avec tous les membres de mon équipe, au bout d'un moment, on peut étendre ça à d'autres. Ça devient vraiment de la collaboration. Ça veut dire qu'on commence à pouvoir définir comment on fonctionne en équipe. Et du coup, on commence à avoir une vraie équipe. Et ça veut dire que j'ai pu commencer moi tout seul à faire ça. À changer tout ça. À changer la façon dont on avait une équipe. On pouvait être transparent, on pouvait inclure d'autres perspectives, on pouvait vraiment collaborer efficacement, on pouvait s'adapter, avoir des vraies boucles de feedback, juste parce que j'avais commencé à initier ce mouvement et à tenir compte de mes collègues, à vraiment comprendre comment ils fonctionnaient, où ils en étaient, eux, dans leur chemin. Qu'est-ce qu'ils voulaient accomplir? Et avec ça, on va former une communauté. Parce qu'au bout d'un moment, on va pouvoir les définir, ces valeurs et ces principes partagés. On va pouvoir se le définir, ce but partagé. Ce ne sera pas forcément facile, ça va frotter par endroits. Surtout s'il y a plein de perspectives différentes, ça devrait frotter. Et de ces frottements vont naître de la créativité et de l'innovation. C'est ça qu'on veut, non? Et en faisant ça, vous aurez changé votre équipe de l'intérieur. Merci beaucoup. Ouais, parce qu'on a du temps pour discuter, parce qu'on m'a dit, on a un micro comme ça pour discuter. Alors, il ne faut pas jeter le micro direct. Il faut que ça fasse une petite parabole. C'est plus facile à attraper. Donc, je vais essayer de faire ça. Au premier qui va me dire, voilà. Alors, il faut que je libère une main. Elle est là, il y a un livre. Et là, on en est aux questions. Et une petite parabole. T'es prêt? Merci pour cette présentation, Alexis. Merci d'être venu de Boston, ça fait un peu loin. Bon, c'est à côté. J'avais une petite question. On voit beaucoup aujourd'hui dans pas mal de grosses boîtes qui commencent à créer justement des communautés dans les communautés. On voit le principe des guildes chez Spotify ou chez Facebook, d'autres systèmes ou chez Google. Est-ce que vous avez eu, quand vous avez créé vos premières communautés, des effets de bord quant à la taille, dire à un moment donné, là il faut qu'on arrête, ou alors à la transversalité, de se dire, tiens, on a des sujets qui bossent chez Red Hat, on bosse tous sur la partie système d'exploitation, peut-être qu'on aurait une guilde sur la sécurité ou des choses comme ça. Est-ce que tu pourrais nous faire un petit retour-expérience là-dessus? Il y a plusieurs aspects dans ta question, donc je vais en prendre un.
On est une vieille entreprise, c'est une entreprise qui a 25 ans. Donc forcément, dans son organisation initiale, elle s'est organisée comme les entreprises de l'époque. Donc ça ne va pas vous surprendre, par exemple, le product management et l'engineering, ce n'est pas dans les mêmes équipes. Et pire, le quality engineering, c'est une autre équipe. C'est intéressant. Hein. Alors forcément, ça c'est la structure organisationnelle. Donc en fait, y a plein de produits qui s'en foutent de la structure organisationnelle. Ce qui les intéresse, en effet, c'est d'avoir du product management, d'avoir de l'engineering, et d'avoir du quality engineering, d'avoir de la documentation dans les mêmes équipes. Donc les vraies équipes qui travaillent, ce n'est pas des équipes de la structure organisationnelle, c'est des équipes de personnes qui sont assemblées comme ça. Alors on fait de plus en plus attention à la taille de ces équipes, parce que par expérience, c'est assez facile de voir que quand elles font plus de 9 personnes, il n'y a pas beaucoup de différence en termes de ce qu'elles peuvent produire. Par contre, elles se créent beaucoup plus de problèmes. Donc on essaie de limiter ça. Ce qui est intéressant, c'est que ça crée un autre comportement pour les gens qui sont dans quality engineering, par exemple. En fait, ils ne se voient plus comme les gardiens de la qualité, qui vont recevoir un truc fabriqué par des ingénieurs fous, et donc ils vont protéger les clients en s'assurant que cette qualité. Ils voient leur rôle comme étant un peu le rôle d'une guilde à la Spotify, si tu veux, en disant, nous, notre mission, c'est d'améliorer nos pratiques de qualité et de construire la qualité dans le produit. Donc c'est assez intéressant. Alors évidemment, ça avance pas au même rythme pour tous les produits et pour tous les projets, parce qu'on a des produits qui sont là depuis 25 ans, puis on a des produits qui sont plus émergents. Et c'est un tout petit peu plus facile de changer quand tu commences avec un nouveau produit. C'est bizarre, hein. Ce qui est cool, c'est que c'est des projets open source, donc c'est des petits projets et ils sont modulaires. Nous, on les assemble. Et toutes les distributions Linux sont différentes parce que tu fais pas les mêmes choix. Tu n'assembles pas et tu prends pas les mêmes projets. Donc on a la chance d'avoir des produits modulaires et des équipes qui peuvent s'intéresser à un produit en particulier, ou à un composant d'un produit, ou à un module d'un produit. Donc ça aide à faire ça. Et puis ça aide à construire des équipes pluridisciplinaires, principalement sur les nouveaux produits, mais même nos anciens produits s'y mettent pas mal maintenant. C'est plutôt bien. Est-ce que ça répond à une partie de la question ? Ouais, ce qui m'intéresse, c'était surtout la taille, en fait. Les constats que vous avez eu, là, on s'est dit, ça commence à partir en live, Quand tu vois que sur un projet comme OpenStack ou Kubernetes, tu as sur une version, alors qui dure 3 mois ou 6 mois, ça dépend des projets, tu as 2000 contributeurs. Bien qu'ils ne contribuent pas tous exactement sur la même chose. Donc, en fait, c'est là où c'est important que ce soit modulaire. Et en fait, il y a deux aspects. L'organisation et le produit sont intimement liés. C'est la loi de Conway. Donc chaque fois que ça grandit trop, en fait, le produit ne peut plus avancer. Parce que les gens n'arrivent plus à travailler ensemble. Donc en fait, on crée des modules et on extrait des parties pour que ce soit traité par un module différent. Et ça veut dire, c'est pour ça que ça doit être vraiment extensible et fonctionner avec des API, parce que sinon ça ne pourrait jamais fonctionner. Mais en effet, la taille est une limite terrible. Et chaque fois qu'on ne le respecte pas, chaque fois on se prend les pieds dans le tapis. Tu peux tester une petite parabole, là ? Vous êtes prêts ? C'était pas loin. À un rang près, on est pas mal. J'aime bien ta vieille société de 25 ans. La mienne, elle en a 150. Chouette. C'est Nokia ? Cette notion d'auto-organisation, quelles sont les étapes pour emmener cette notion un peu révolutionnaire dans des organisations qui aiment bien la structure, la hiérarchie, le process, pour que les choses soient bien organisées, que la qualité en particulier soit respectée. Quels sont les pas qui permettent d'introduire cette notion d'auto-organisation, de confiance dans le fait que les équipes peuvent se prendre en main ? Ouais. Alors c'est une bonne question. Il n'y a jamais complètement de recette en 10 étapes, mais je vous ai montré les caractéristiques de l'open organisation, c'est pour ça en fait. C'est important d'avoir les caractéristiques en tête sur chaque chose que l'on fait. Et on le voit parce que l'entreprise grandit assez vite. Quand j'ai rejoint en 2014, on était un peu moins de 6000, on est 13 000 aujourd'hui. Ça veut dire qu'on a recruté plein de gens qui viennent de l'extérieur, qui sont habitués à d'autres façons de travailler. Du coup, par exemple, pour certains, c'est pas un problème de dire on réunit tous ces managers-là, ils vont prendre la décision. C'est tout simple. Et puis après, ils vont expliquer la décision à leurs équipes. C'est du sens. Bon, alors évidemment, s'ils essayent de faire ça chez nous, ça ne va pas marcher. Parce
Parce que quand ils vont expliquer la décision qui a été prise, il y a la moitié des gens qui vont se lever pour dire non, mais ça va pas du tout ce truc-là, c'est débile, donc on va pas faire ça. Hein. Nous, on préférerait faire ça plutôt. Là, ils vont être un peu désarmés en disant mais non, mais attendez, c'est quand même moi le chef. Dire oui, mais et alors? Donc en fait, le principe de transparence dans ce cas-là, c'est de savoir que quand tu prends une décision, bah, ta responsabilité, ok, c'est toi qui vas prendre la décision, pas de problème. Ta responsabilité, c'est d'expliquer quel est le problème que tu veux essayer de résoudre et d'expliquer que tu veux avoir pris une décision dans tel délai. Ça peut être une journée, ça peut être 3 semaines, ça peut être 6 mois, hein, c'est pas un problème. Mais ta responsabilité, c'est d'expliquer le problème, qui prend la décision et dans quel délai on doit prendre la décision. Si c'est très très court, il faut que tu expliques pourquoi le délai est si court. Et il faut être clair. Souvent, on prend des décisions alors qu'on ne sait pas tout. On n'est pas sûr que ce soit la bonne décision. Mais on va prendre la décision. Et il y a une personne qui va être en responsabilité pour le faire. Donc ta responsabilité, c'est de faire ça. Après, le reste du processus est ouvert. Ce qui est intéressant, c'est quand tu expliques quel est le problème, qui va prendre la décision et quand, tu veux pouvoir identifier des gens qui ont envie de contribuer à résoudre ce problème. Généralement, ce n'est pas tout le monde. C'est tout le monde quand il s'agit de critiquer une décision qui est déjà prise dans laquelle ils n'ont pas été impliqués. Quand il s'agit de travailler sur le problème, tu as quelques personnes qui vont dire ouais, moi ça m'intéresse. Et quand les autres vont voir qui est volontaire, ils vont dire ah, ouais, lui et lui, bon, je vais venir avec eux. Parce qu'il leur manque un peu certaines perspectives. Puis à un moment donné, les gens vont regarder, ils vont dire oh, ouais, ok, ce groupe-là, on leur fait confiance pour travailler dessus. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont vraiment réussir à prendre une décision. Ils vont présenter la décision et il n'y aura pas de problème. Donc ce principe de transparence, il va vraiment affecter la façon de se comporter d'un manager qui voudrait prendre une décision, par exemple. Et ça va être un premier pas vers plus d'auto-organisation. Parce que tu sais que tu peux prendre des décisions qui t'affectent dans ton périmètre en prenant en compte les gens qui vont être affectés par cette décision. Et ça marche à tous les niveaux. Et ça, c'est intéressant. Donc c'est un des aspects, par exemple, qu'on pourrait prendre en compte. Le deuxième truc, c'est... J'étais faire une présentation hier, je crois. Hier matin. Petit problème avec les trucs des jours, là, c'est bizarre. J'ai posé une question, il y avait une belle assemblée, hein, ça faisait quand même un grand groupe. J'ai posé une question. Il y a 3 personnes qui ont parlé. J'ai regardé, sur les 3 personnes, il y en avait 2 qui avaient des cravates. Il y avait 3 personnes qui avaient des cravates dans la salle. Donc je me suis dit qu'il y en avait un qui avait pris vachement de risques. Après avoir vérifié, c'était aussi un chef, d'habitude il a une cravate. C'était intéressant parce qu'ils ont parlé, ils ont donné des idées très 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 bien, c'était très sympa, moi j'ai bien aimé leur conversation. J'ai essayé de faire parler les autres un peu. C'était dur. Ça veut dire que si tu es manager dans une organisation, si tu veux que les autres s'expriment, il faut leur donner des indices qui peuvent s'exprimer. Hein. Donc, une des façons de faire, c'est de se taire. Ça, c'est assez facile. Parce que si une question est posée et que tu ne parles pas, ça aide les autres à s'exprimer. Si quand une question est posée et que tu vois que tout le monde se tourne vers toi, il faut vraiment dire clairement que ça ne va pas être comme ça maintenant. C'était peut-être comme ça dans le passé, mais que là, tu aimerais bien qu'on change ça. Et c'est pas facile. Parce que souvent, en tant que manager, on ne s'en rend pas compte. Donc quand quelqu'un va venir te le dire, tu vas dire « Oh non, mais moi je ne suis pas du tout comme ça », tout le monde peut parler. Parce que tu t'en rends pas compte. Donc de temps en temps, il te faut un peu d'aide. Donc c'est un deuxième aspect qui fait que l'auto-organisation, c'est vachement bien. Mais souvent, j'entends « Ouais, mais il y a des gens, ils ne sont pas prêts pour ça, ils ne veulent pas vraiment ». Et qui dit ça? Les gens qui ne veulent pas vraiment ou d'autres qu'on considérait qu'ils ne veulent pas vraiment? C'est peut-être parce qu'ils n'ont pas de place. Ils ne pensent pas que de toute façon, ça sert à quelque chose qui parle. Donc, on peut parler. Hein. Ça te va? Et j'ai tutoyé tout le monde, tout ça? Impeccable. C'est bien. C'est une famille, tout ça, on fait une petite autre question? Ça vous va? Ouais? Alors, pour qu'il y ait une autre question, il faut que quelqu'un lève la main. Ouais. Une petite parabole. Vous êtes prêts? Autour aussi, il faut être prêt. Hein. Oui, bravo. Et avant l'auto-organisation, le besoin de définir des valeurs et des principes.
Tu sous-entendais que ça avait pris du temps au niveau de l'entreprise. Quelles ont été les étapes, les écueils que vous avez rencontrés? Ouais. Alors, en fait, ça s'est passé il y a assez longtemps. Quand l'entreprise a dépassé les 500 personnes, les gens qui étaient là depuis l'origine ont commencé à dire que les gens qui venaient de l'extérieur avaient tendance à dénaturer l'ADN de l'entreprise. Donc, c'est quand même vieux, hein. Et ils ont voulu travailler sur les valeurs et les principes. Alors, ce qui est amusant, c'est qu'il y avait des pratiques dans cette entreprise, qui existent toujours. Il y a une liste de discussion ouverte où tout le monde est inscrit, donc tout le monde voit tous les messages. À 13 000, c'est assez marrant. Et donc, n'importe quel sujet peut être discuté, n'importe qui peut écrire sur cette liste. Et donc, quand on a discuté sur les valeurs et les principes, les premières discussions sont faites sur cette liste. Et après, il y a des gens qui ont été volontaires pour essayer de, par rapport aux discussions qui avaient été faites, de rassembler les choses et d'essayer de faire des propositions. Et les gens ont continué à contribuer là-dessus pour dire « Ok, ouais, ça correspond vraiment à qui on est ». Et ils ont rédigé ça. Donc à chaque fois, il y avait des volontaires pour faciliter la discussion et faire que parmi cette quantité assez importante de messages, on pouvait en construire quelque chose. Et à la fin, ça s'est assemblé. Et c'est toujours ce qui est utilisé maintenant. Mais il y a certaines choses qui ont dû changer, par exemple. Par exemple, les anciens disaient facilement que Red Hat était une entreprise open source, un exemple. Ce qui est vrai. Moi, même quand on m'avait dit ça, je trouvais que c'était absolument vrai. Les nouveaux arrivants, qui ont continué à arriver, on dit, mais en fait, c'est pas exactement vrai, parce qu'on fait pas ça. C'est pas ce qu'on fabrique. En fait, ce qu'on fabrique, c'est des logiciels pour les entreprises. Donc, on est une compagnie qui fabrique des logiciels pour les entreprises. Et notre modèle de développement, c'est un modèle open source. C'est vrai aussi, c'est juste une autre façon de le dire, qui distingue ce que l'on fait pour nos clients et comment on le fait. Et c'était intéressant de voir que pour certains, c'était une évidence, c'était vraiment d'écrire ce qu'on faisait. Pour d'autres, c'était une trahison. Et ça prend un peu de temps à faire, mais pas tant de temps que ça. Ce qui est surprenant, c'est qu'avec un peu de facilitation, les conversations où tout le monde participe, c'est réglé en peu de temps. Parce que tu converges finalement assez facilement. Par contre, ça veut dire qu'il faut accepter les gens qui ont un point de vue radicalement opposé et accepter qu'ils l'expriment. Et parfois, il faut dire, en fait, ce genre de sujet, on ne va pas pouvoir le résoudre. Alors sur Memolist, par exemple, on a toute une liste de sujets qu'on ne va pas pouvoir résoudre. Alors comme c'est une entreprise américaine, je peux vous donner quelques sujets. Il y a des gens qui viennent des États-Unis ici? Non, c'est bon. Un sujet, par exemple, qu'on ne peut pas discuter, c'est le contrôle des armes. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de discuter ça dans le cadre de l'entreprise. D'abord parce qu'on ne peut pas y faire grand-chose. Et en plus parce qu'on n'arrivera pas à convaincre les gens qui ont un point de vue complètement tranché là-dessus. 70 millions d'armes en circulation et que 3% des gens qui ont des armes. Par contre, ils sont super bien organisés pour faire du lobbying. Tu ne peux pas discuter ça. Je ne pourrais jamais dire un truc comme ça. Enfin si, je peux le dire, mais ça ne servirait à rien. Je jetterais un seau d'essence sur une flamme. C'est juste ça, quoi. Donc ça ne sert à rien. Donc ça fait partie des conversations qu'on ne peut pas avoir. Mais on l'a documenté. Ça te va? Ça me va très bien. Oui, moi j'avais une question donc annexe. C'est une fois que vous avez défini vos valeurs, comment vous faites pour les garder? C'est-à-dire que vous allez continuer, quand vous allez embaucher des nouveaux, quel est le mécanisme que vous avez mis en place pour garder cette culture, ces valeurs? Alors, toutes les personnes qui arrivent ont une semaine d'onboarding, qui est un truc assez classique, donc une semaine d'orientation, où elles vont rencontrer des gens qui sont déjà dans l'entreprise depuis longtemps. Ce n'est pas leur boulot de faire la formation pour l'arrivée, mais ils vont participer à des sessions. Donc, de temps en temps, on nous demande si on peut participer à une semaine d'orientation. Donc déjà, ça les aide à comprendre, quand on leur explique les choses, on n'est pas professionnel de faire cette session de formation. On est des gens de l'entreprise et on leur fait suivre ce parcours. Donc ça leur permet d'essayer de comprendre à quoi ça sert et comment ça marche. Le deuxième truc qui leur permet de comprendre, c'est qu'on agit en fonction de ces valeurs-là. Surtout, c'est qu'il y a suffisamment de monde dans l'entreprise qui sont prêts à se lever pour dire ça va pas là. Ça correspond pas. C'est pas nous ça. C'est pas comme ça qu'on fait. Parfois ils ont absolument raison. Hein, c'est pas du tout comme ça qu'on fait. Et ils ont bien raison de le dire. Parfois il y a eu une petite incompréhension en fait. On a de bonnes raisons de faire comme ça et ça nous correspond. Mais la discussion doit avoir lieu. Et en fait, il y a toujours des gens qui sont prêts à se lever pour que la discussion ait lieu. Et ça permet de renforcer ces valeurs et ces principes, et ça permet de montrer aux nouveaux arrivants,
Ok, c'est comme ça que ça fonctionne. Et de temps en temps, c'est perturbant. Hein. Au début, je pensais que les conversations sur Memoly, c'était une perte de temps. J'avais des gens qui parlaient, ils disaient c'est long, il y a une perte de temps. Et en fait, je me suis rendu compte que de temps en temps, il y avait des gens qui parlaient le premier jour en disant c'est scandaleux, c'est plus nous, c'est horrible, on va tous mourir. Et 3 jours après, ils reparlaient en disant ouais, en fait, j'ai réfléchi avec tout ce que j'ai lu là autour. Finalement, j'ai changé d'avis. Maintenant, je pense plutôt que c'est une bonne opportunité pour nous. Et finalement, ces conversations elles permettent aux gens de savoir qu'ils ne sont pas tout seuls à penser quelque chose. Et puis, ça les aide à comprendre le cheminement de pensée des autres. Et ça, je pense que ça fait partie des choses qui permettent aux gens de savoir que... d'apprendre en fait ce que sont les valeurs, les principes. Je vais lire ce qui était écrit, ça ne va rien. Ça te va ? Okay. Alors c'est écrit fini sur le papier pour ceux qui ne peuvent pas lire. Donc je crois qu'on a fini. Merci à tous.